rencontre des auteurs francophones. Je suis toujours en Belgique, je suis à Mons et je suis avec Jean, dont je vais vous parler longuement, dans un endroit un peu particulier. On est où, Jean, ici? Alors nous sommes dans l'atelier des Capucins. En fait, nous sommes dans le bureau de celui qui a créé cet atelier des Capucins, qui est une salle d'exposition de peinture, de photographie, aujourd'hui une exposition de photographie. C'était une église qui a été désacralisée et que Richard Miller, car c'est de lui qu'il s'agit, a transformé en lieu d'exposition. Et c'est également le siège, et là ça concerne le monde littéraire qui nous occupe, il y a aussi le siège de sa maison d'édition, le CEP, maison d'édition, dans lequel il publie toute une série de livres. Il s'est lancé dans la publication d'essais, mais aussi d'œuvres littéraires, et en particulier, et on en avait déjà parlé lors d'une plateforme que nous avions eue, il a réédité les poèmes de Maurice Carême consacrés au Brabant, qui est une des régions de Belgique dont est originaire ce grand poète belge qu'est Maurice Carême. Et c'est un lieu assez incroyable. Hein. Je veux dire qu'en arrivant, j'étais... Alors d'abord, en ce moment, il y a une exposition de photographie noir et blanc tout à fait sublime, au milieu des vitraux. C'est des images incroyables. Je vous invite à faire un petit tour si vous êtes du côté de Mons. Jean, on va parler de vous. Donc c'est un peu difficile de résumer votre carrière littéraire en quelques minutes. Vous êtes, cher Jean, une personnalité incontournable du milieu littéraire belge. Je suis là depuis 3 jours. On ne parle que de vous. Vous avez un premier parcours visuel avec la réalisation d'émissions et de documentaires pour la télévision. Qu'est-ce qui a passionné le jeune Jean Genot dans ses premières réalisations? Pourquoi vous êtes tourné vers la vidéo alors que vous êtes un littéraire peut-être avant tout? Alors j'ai eu une carrière qui est un peu une carrière atypique dans la mesure où j'ai fait énormément de carrières successives différentes. On s'ennuie après. Voilà, en débutant par la télévision et par la réalisation de documentaires principalement consacrés à l'histoire. Des documentaires soit basés sur des archives de la BBC, des archives consacré à la période qui va de 1945 à 1960, c'est-à-dire la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le début de la décolonisation, qui est une période historiquement très riche en matière d'archives cinéma, mais aussi très riche en matière d'événements, évidemment, qui nous conditionnent encore aujourd'hui. Et puis ma carrière s'est orientée vers des activités au niveau européen, toujours dans le domaine du cinéma et de la culture. Et enfin, lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai pu enfin réaliser un rêve que j'avais depuis l'époque où, adolescent, j'écoutais la radio, qui est de faire de la radio. Et donc, j'ai créé une série de blogs et de sites au fur et à mesure où les technologies Internet avançaient, qui me permettaient de faire des interviews d'écrivains. Et dernièrement, on a fait un petit calcul pour un article. Oui. Il y en avait plus de 1000 rencontres avec des écrivains ou avec des acteurs du monde culturel qui sont toujours accessibles. C'est une sorte de sonothèque. C'est Bernard Pivot qui m'avait dit un jour, avec ses petites lunettes, en disant vous avez fait une formidable sonothèque culturelle et littéraire. D'ailleurs, vous retrouvez les liens sur Rencontre des auteurs francophones. Il y a une page consacrée à l'ivresse des livres. Et vous retrouvez les liens des différents blogs. Et puis, on mettra comme ça régulièrement quelques interviews. Avec plaisir. Elles sont libres d'accès. Vous allez pouvoir voir tout ça. Alors, vous êtes également auteur de romans, de recueils de nouvelles, de nombreuses contributions aussi dans de nombreuses revues, nombreux livres. Comment naît un nouvel ouvrage dans l'esprit de Jean Genot? Alors, je me suis rendu compte aujourd'hui, après avoir publié une dizaine de livres, qu'ils sont principalement axés sur un genre littéraire particulier qui est la nouvelle, c'est-à-dire la fiction courte. Je pense que mon goût pour la nouvelle vient de la lecture de classiques de la nouvelle, que ce soit en littérature russe comme Tchekhov ou en littérature française comme Maupassant. Je recommande à tous de lire les nouvelles de Maupassant. Ce sont de merveilleux apprentissages et de la lecture et de l'écriture, mais aussi par le fait que mon emploi du temps ne me permettait pas d'écrire sur le long terme et de venir à bout de romans. J'ai une série de manuscrits de romans dans mes tiroirs, dont certains vont sortir maintenant. Oui, on espère bien. Voilà. Mais le format de la nouvelle me permettait d'aller plus facilement et de manière complète au bout d'un projet. Et donc j'ai maintenant une série de recueils dont certains, et j'en suis très heureux, sont traduits dans d'autres langues. L'ivresse des livres, qui est un des exemples. Alors, l'ivresse des livres, c'est le dernier paru. C'est un recueil qui, en fait,
me tient fort à cœur, d'une part parce que chaque nouvelle est une célébration du monde du livre, de la lecture, des libraires, des éditeurs, des bibliothèques, des festivals, mais aussi du livre en tant que tel et de la liberté d'expression des écrivains. Dans certains pays, on sait qu'ils sont les victimes des régimes totalitaires en premier rang, souvent. Et puis il y a une jolie préface. Une jolie préface qui vous tient à cœur. De Jacques de Decker, l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie, qui me tient à cœur. C'est un ami de toujours, que j'ai rencontré d'ailleurs à Mons pour la première fois. Il y a 50 ans, il était prof à l'école d'interprète où moi je commençais mes études. C'est un livre que vous retrouverez bientôt sur Rencontre des auteurs francophones et qui sera disponible partout aux États-Unis et partout dans le monde. Et le livre a aussi été traduit en ukrainien, ce qui me touche beaucoup parce que dès que les conditions le permettront, je me rendrai à Kiev pour en présenter la traduction en ukrainien avec l'autre préfacier ukrainien cette fois-ci qui est Andrei Kourkov, qui m'a fait l'amitié d'une très très belle préface pour la version ukrainienne. Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous avez plus écrit? On parle de temps, vous nous avez parlé du temps que vous n'aviez pas, mais est-ce qu'il y a des moments qui ont été plus propices à ça, qui vous ont permis de partir dans une écriture plus... Non, l'avantage, je pense, de la nouvelle, c'est qu'on peut en écrire de manière régulière et constante. Le problème est le moment où il faut les réunir en recueil et choisir quelles sont les nouvelles que l'on met dans tel ou tel recueil. Voilà. Alors, parfois c'est plus facile parce que la thématique s'y trouve. Dans l'Ivresse des livres, je pense que c'est vraiment ma fonction de président de Pen Club Belgique pendant 5 ans qui a nourri une grande partie de ce qui se trouve dans l'Ivresse des livres, sur l'importance de la littérature en tant qu'élément d'expression d'une forme de liberté par rapport au monde dans lequel on est, mais aussi une perception du monde tel qu'il est vu à travers les écrivains. Et alors un autre format de recueil qui facilite évidemment la composition d'un ensemble de nouvelles, c'est l'exemple de Belgique, où là, la thématique est imposée, il faut évoquer sa Belgique. C'est une collection où, je pense, une vingtaine d'écrivains ont été sollicités pour écrire leur Belgique avec un S. J'ai hâte de découvrir et donc voilà, et ce livre-là, ce recueil-là, lui a été traduit en italien parce qu'une des nouvelles que j'ai écrites évoque la catastrophe du bois du Casier, qui est une catastrophe dans une exploitation minière en Belgique où tout un village, tous les mineurs qui ont été victimes de cette catastrophe venaient en réalité d'Italie et la majorité d'entre eux du même village en Italie, ce qui est assez bouleversant. Est-ce que ça vous a permis de dénicher quelques petites pépites? Écoutez, il faudrait revoir parce que j'ai participé à 3 éditions du Parlement, du prix du second roman. Je garde le souvenir d'une écrivaine strasbourgeoise dont le prénom m'échappe, mais c'est Ellerman, son nom de famille, qui avait publié un livre chez Albin Michel, son 2e roman. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est un roman très attachant, mais je sais qu'aujourd'hui, elle a beaucoup de difficultés à faire publier son 3e roman. Donc, en quelque sorte, le monde de l'édition est très, très difficile, mais je garde un très bon souvenir et de la personne et de son livre, puisqu'on faisait des rencontres littéraires avec les lauréats lors de la remise des prix. Et alors, en ce qui concerne le prix du Parlement de la Belgique francophone, dans la communauté française de Belgique, il y a 4 catégories, poésie, théâtre, roman et essai, qui se succèdent d'année en année. Et donc voilà, je pense que dans ce type de prix, je pense que tous ceux qui sont finalistes méritent qu'on s'y arrête. Voilà. Alors, je passe sur toutes vos implications associatives, on n'en sortirait pas, hein. Mais par contre, je m'arrête sur votre formulaire de travail journalistique que l'on peut donc retrouver sur le site L'Ivresse des livres, le même titre que le livre. Vous y avez compilé, vous le disiez, un nombre incalculable d'archives, donc 1000 à peu près, interviews, radio, vidéo. Est-ce qu'il y a des rencontres? C'est une question difficile et piège, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont vraiment marqué? Alors, il y en a une qui m'a marqué très fort.
que j'aime à raconter parce que c'est presque une petite nouvelle, cette rencontre, c'est celle avec Jean d'Ormesson. La première fois quand j'ai commencé à me lancer dans des interviews radio, je n'étais pas connu comme intervieweur et donc il fallait convaincre les attachés de presse notamment de dire bon voilà, si vous avez un écrivain comme Jean d'Ormesson, ça m'intéresse. Et donc j'ai un peu passé le test de l'interview par rapport à l'attaché de presse et par rapport à Jean d'Ormesson la première fois que je l'ai rencontré. Donc nous avons eu une interview où il m'a un peu testé en me faisant parler de Chateaubriand, en me faisant parler de Proust, etc. Et donc, moi je fais les interviews comme je bavarde, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait naturellement. Et donc j'ai eu le plaisir de bavarder de Chateaubriand avec Jean d'Ormesson. Et puis à la fin de l'interview, dont je sentais bien qu'elle se passait bien, on a terminé l'interview, puis je lui ai dit, cher Jean d'Ormesson, j'aurais un service à vous demander. Alors là, il est un peu blémi, parce qu'il s'est dit, ça y est, voilà encore un manuscrit qui va me tomber dessus. Exactement. Et en réalité, c'était pas du tout ça. Je lui ai évoqué ce que ma fille, Elisabeth, m'avait demandé comme service. Elle avait 18 ans à l'époque, elle avait un compagnon, un ami, un camarade de classe qui était atteint d'anorexie. Il faut savoir que pour un garçon, l'anorexie, c'est une maladie qui est mortelle à 99%, beaucoup plus que pour une fille, donc c'est très rare. Et ma fille m'avait dit, papa, est-ce que tu ne veux pas aller rendre visite à ce garçon, mon ami, qui est un passionné de littérature, il n'a plus envie qu'on lui parle des 5 grammes qu'il doit prendre, etc. Et donc moi j'ai dit à ma fille, bien sûr, j'étais à l'hôpital voir ce garçon qui était complètement décharné dans son lit. J'ai vu que dans sa chambre, il y avait des livres, Chateaubriand, Proust, Jean d'Ormesson, toute une série de livres. Et donc j'ai commencé à parler avec lui de ces livres, en lui disant, écoute, je ne vais pas parler de maladie, mais on va parler de livres. Et à Jean d'Ormesson, je reviens au service que je lui demande, je raconte cet épisode. Et je lui dis, écoutez, Jean d'Ormesson, j'ai un micro, vous êtes là, il adore la littérature, est-ce que vous seriez d'accord pour dire un petit message? Il m'a dit tout de suite oui, et il a commencé ce message en disant, mon cher Mathieu, je sais combien tu souffres, je sais combien ta souffrance est grande, je le sais d'autant plus que j'ai traversé des épreuves comparables. Alors je vais te faire un cadeau qui t'aidera peut-être. Le cadeau est une phrase d'André Malraux. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Mon cher Mathieu, j'espère que cela te permettra de sortir de la souffrance dans laquelle tu es. Je termine l'enregistrement, je vais vite dans la chambre d'hôpital de Mathieu, qui est un prénom d'emprunt, de Mathieu, et je lui dis, écoute Mathieu, sors de ton lit et viens ici, viens écouter l'enregistrement que j'ai. Et donc il écoute, mon cher Mathieu, la vie ne vaut rien. Et je lui demande à Mathieu, est-ce que tu sais qui t'offre ce cadeau? C'est Jean d'Ormesson. Alors, je te demande, Mathieu, de le prendre vraiment comme un viatique. Et pour faire l'histoire plus courte, 6 mois plus tard, il sortait de l'hôpital. Un an plus tard, il reprenait ses études. Et 1 an et demi plus tard, je faisais une autre interview de Jean d'Ormesson et j'ai demandé à Mathieu s'il voulait venir l'interviewer. Et alors j'ai eu ce moment, Jean d'Ormesson arrive, je lui dis, cher Jean, je vous présente Mathieu. Il l'a pris dans ses bras. Il est sorti du lit grâce à vous. Ouais, c'est magnifique, c'est une très belle Donc histoire. voilà. Et c'est ceci pour montrer combien Jean d'Ormesson était vraiment ce à quoi il donnait l'impression d'être. Ouais, donc voilà, c'est très beau. Alors, vous restez aussi chroniqueur de magazine et depuis mai, vous collaborez au Monde. Rien que ça. Vous êtes critique littéraire pour le Grand Quotidien français, avec une sélection chaque jeudi, si je ne dis pas de bêtises, de titres phares et de parutions récentes. Oui, alors là, c'est une collaboration d'abord épisodique. Donc, j'ai publié maintenant une quinzaine d'articles dans Le Monde, qui est quand même quelque chose. C'est évidemment très chic, mais d'un autre côté, ça demande un travail inouï parce que... Oui, j'allais vous demander, vous lisez tous les jours de votre vie, finalement. Oui, mais ça lire, c'est comme respirer. Hein, mais Pivot disait justement qu'il avait hâte de finir sa carrière pour lire pour le plaisir. Alors c'est le cas en particulier quand on reçoit une commande du Monde qui vous demande, tiens, est-ce que ce livre-là, Jean, est-ce que ça t'intéresserait de parler de ce livre-là? Ce sont toujours des livres de littérature néerlandaise traduits en français. Donc ça, ça me permet moi d'éviter d'être sollicité par mes amis belges qui me diraient à ce moment-là. Voilà. Donc là, ça c'est très bien. Ou alors ukrainien, parce que j'ai beaucoup de liens avec des écrivains ukrainiens, et donc ça me touche très fort de pouvoir les faire connaître.
En Ukraine, ils ont d'ailleurs créé, ils m'ont d'ailleurs fait l'honneur de me faire diplômer de l'Académie des écrivains ukrainiens. Ouais. Mais aussi maintenant, ils vont lancer une sorte de démarche diplomatique, la diplomatie littéraire pour la paix. Et donc, je suis en train de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Et ça oui, voilà. Ils m'ont demandé d'être membre fondateur de cette future diplomatie littéraire de la paix. Et donc, moi, je suis très touché par ça. Mais je suis... Oui, alors pour Le Monde, donc, ce sont des écrivains, des livres en néerlandais ou en ukrainien, traduits et publiés en France, évidemment, ce qui veut dire que ce sont les écrivains flamands, belges, mais aussi des écrivains d'Afrique du Sud, du Suriname, dernièrement. Et donc, c'est une sorte, comme nous nous occupons de francophonie, c'est la néerlandophonie, et c'est vraiment assez passionnant. Mais en revanche, quel travail, parce que la contrainte de 3500 signes ou 1500 signes est d'une rigueur absolue. Et donc, quand vous avez un magnifique roman de 500 pages, dont vous devez dire en 3500 signes ce que vous voudriez qu'on en retienne, c'est très, très frustrant. Et mon prochain article sera un article consacré à Lise Spitt, la romancière, la jeune romancière flamande, dont le deuxième roman sort chez Actes Sud, qui est un roman de 600 pages, qui est merveilleux. Mais comment dire en 3500 signes, vous devez lire ce livre parce que... Voilà, il faut argumenter. Donc c'est passionnant, mais très dur. Est-ce que écrire sur les autres auteurs, c'est pour vous une mission aussi importante que d'écrire vous-même? Alors, vous consacrez beaucoup de temps aux autres et pas nécessairement beaucoup à vous-même. Alors, enfin, j'écris relativement peu sur les autres, par contre, je les interviewe beaucoup. Et donc, pour moi, c'est une écriture sonore. C'est une manière, un peu comme vous le faites ici. Je pense que l'interview littéraire, l'interview d'écrivains à propos de leur manière d'écrire, de leur manière de trouver l'inspiration, faire des espèces de masterclass radiophoniques, est un exercice qui, moi, m'a toujours passionné. Je pense que cela vient de l'énigme qu'a toujours représenté pour moi la littérature. Le fait que l'on puisse, dans un livre, raconter une histoire qui, alors qu'elle est purement inventée, nous devient très proche, nous permet d'éviter de nous sentir seuls, parce que nous pouvons rencontrer dans la littérature la formulation de certains événements, de certaines émotions, de certains épisodes de notre propre vie que nous n'avons jamais réussi à formuler. Or, il faut formuler ce qu'on a vécu, surtout lorsque ce sont des traumatismes ou des périodes difficiles. Et en littérature, on peut retrouver cette formulation-là qui permet de... Parfois, la littérature peut sauver quelqu'un, simplement. C'est vrai. Un livre peut nous emmener très très loin dans la réflexion. Absolument. Absolument. Et donc, rencontrer les auteurs, dernièrement, j'ai fait une longue interview de Didier Decoing, que j'avais déjà interviewé plusieurs fois. Et avec lui, finalement, je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait faire simplement une masterclass de l'écriture? Comment trouve-t-on un personnage? Comment décide-t-on de consacrer 3 ans de sa vie à une histoire comme celle de son dernier roman, Le Nageur de Bicêtre, qui raconte un épisode de la grande histoire, mais qui est un épisode qui tourne autour de la Révolution russe et de l'émigration des nobles et des notables russes, les Russes blancs poussés par la Révolution russe en dehors de leur pays. Comment est-ce qu'on décide de consacrer, sous forme d'un roman, 200 ou 300 de sa vie à ça? Ouais, ce qui est énorme, 200 ou 300. C'est-à-dire que c'est le temps d'un roman. C'est ce que j'allais vous dire, il faut écrire pour comprendre l'investissement que représente l'écriture d'un roman. Alors, entre 2016 et 2021, donc vous l'avez dit, vous présidez les centres belges francophones PEN International. Vous en êtes aujourd'hui le président honoraire. Vous nous présentez un peu ce centre de première importance et ses missions pour ceux qui ne le connaissent pas? Alors, PEN International a été créé en 1921. Donc 3 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, par une femme, en Angleterre. Ça s'appelle PEN Club parce que vous connaissez l'habitude des Anglais de créer des clubs. Que je suis, voilà. Donc voilà. Et alors,
en son nom, Catherine Dawson, qui a créé le Pen Club en 1921, était une poète, une femme activiste féministe. Le rôle des femmes dans la société était bouleversé pendant la Première Guerre mondiale. Et elle s'est dit un jour, il faut que les écrivains que je connais, qui sont des écrivains européens, je puisse les réunir pour qu'on mette tout en œuvre pour utiliser notre notoriété d'écrivain pour que la paix soit maintenue. Au départ, c'était une association visant à maintenir et à convaincre de l'importance de maintenir la paix. Et donc, elle a réuni un dîner. Autour de la table, il y avait notamment John Galsworthy, qui allait devenir prix Nobel de littérature par la suite. Et elle leur a dit, écoutez, réunissons nos forces, nos carnets d'adresses pour développer ce club qui finalement est devenu un club international avec des centres dans tous les pays et qui au fil des décennies, puisque maintenant on a célébré le centenaire, au fil des décennies s'est préoccupé davantage de préserver la liberté d'expression des écrivains dans les pays totalitaires que la paix qui devenait quelque chose pour lequel les écrivains, je veux dire, ça devenait une évidence, sauvons la paix de toute façon, mais la liberté d'expression devenait un combat spécifique. Et donc l'association, un peu comme Amnesty International, dont PEN International est en quelque sorte l'aîné, se cible sur le destin des écrivains menacés et donc organise une série d'actions de sensibilisation, de lobby pour que l'on sorte de prison, d'une part les écrivains, mais qu'on préserve aussi leur liberté d'expression en dénonçant les procédés de censure, même de censure sournoise et invisible qui existent dans certains pays. Il y a une mission particulière qui vous a tenu à cœur, qui vous a touché, parmi toutes celles que vous avez menées? Alors, une des activités récurrentes est d'organiser dans chacun des pays où il y a un centre national ou régional des rencontres avec des écrivains non nationaux. Donc, ça m'a permis d'organiser des rencontres avec des écrivains qui venaient à Bruxelles et où on était accueillis à l'Académie. Mais par ailleurs, c'est aussi de prendre en charge le suivi de manifestations en faveur de la libération de certains écrivains. Et je pense ici à Asli Erdogan, qui est une écrivain turque, qui était en prison au moment où moi j'ai pris la charge de président de Pen Club Belgique. Et on a eu la chance, avec toutes les actions concertées de tous les centres PEN, de lui permettre de sortir de prison. Et donc sur mon site, vous pourrez aussi voir plusieurs interviews d'elle, où elle raconte de l'intérieur ce que c'est qu'être emprisonné sans qu'il n'y ait de jugement, sans qu'il n'y ait d'échéance, puisqu'il n'y a pas de jugement, et sans qu'il n'y ait de motivation criminelle, si ce n'est celle d'avoir écrit. La liberté d'écrire. Et donc voilà, la rencontre avec Asli Erdogan a été pour moi un moment bouleversant parce qu'on voit la personne qui cesse d'être un nom sur une couverture de livre ou un nom sur une page de journal. On a participé à ce qu'elle recouvre la liberté, et ça c'est quand même... Et il faut, dans son cas, parce qu'elle le raconte, bien dire qu'être emprisonné sans raison par un régime totalitaire dans un pays comme la Turquie, c'est une souffrance qui ne cesse pas au moment de la libération. Et là, il y a une dimension qui est bouleversante dans son cas, mais qui est emblématique de tous les cas de prisonniers. Il y en a encore de nombreux. Hein. Ouais. Alors, vous êtes aussi membre de plusieurs jurys littéraires, Jean. Est-ce qu'il est facile de juger un auteur quand on est soi-même auteur? Alors, il y a deux options. Soit il faut laisser au lecteur le soin de juger la qualité des livres, soit on participe à des jurys entre pairs. Alors moi, j'ai jamais été un amateur de faire partie, jamais demandé à faire partie de jurys littéraires, mais il se fait que par exemple dans le cadre de Pen Club, il y a un prix du Parlement de la communauté française de Belgique, de la Belgique francophone, qui instaure par décret que des représentants de Pen Club doivent faire partie du jury. Et donc je me suis retrouvé dans ce jury-là. Dans un autre jury aussi que j'ai trouvé tout à fait passionnant, mais là c'est par amitié pour celui qui l'a organisé, qui est Armel Job, qui est aussi un très grand écrivain que vous devez rencontrer. Qui est, Armel Job a décidé de créer un prix du second roman.
Et là, ça me semblait intéressant d'avoir cette approche-là en se disant, tiens, effectivement, le second roman est le plus difficile à écrire, le plus difficile à faire publier, parfois aussi. Et qui fait de vous un écrivain. Oui, voilà, en fait, parce que le premier roman, ça peut être un hasard. Absolument, absolument. Ouais. Et le deuxième roman, c'est en réalité, il y a ce titre, l'angoisse du gardien de but au moment du penalty. Eh bien là, c'est l'angoisse de l'écrivain au moment de faire publier son deuxième roman qui est très prégnante. Alors, on a parlé de littérature belge. Comment vous jugez la littérature belge contemporaine? Est-ce qu'il y a des auteurs qui remportent tous vos suffrages? Alors, il y a des auteurs qui emportent tous mes suffrages, c'est un peu compliqué à dire. Tous mes suffrages, c'est un peu excessif. Ouais. Mais il y a énormément d'auteurs belges francophones qui ont l'inconvénient de ne pas être connus parce que leur diffusion n'a pas été à la hauteur des ambitions que contient leur écriture. Alors je vais citer quelques exemples. Un exemple d'un écrivain qui a à son actif 6 ou 7 romans, qui a commencé sa carrière lorsqu'il avait une trentaine d'années, qu'il l'a interrompue pendant 20 ans pour la reprendre maintenant, c'est André-Joseph Dubois. Alors André-Joseph Dubois est un écrivain dont un des livres, Le 7e cercle, est une extraordinaire exploration par le roman d'une période de l'histoire de Belgique qui est l'occupation. Alors en Flandre, un grand écrivain flamand, Stefan Hertmans, a publié à peu près à la même époque que la sortie du 7e cercle, un roman traduit en français et publié chez Gallimard. Malheureusement, le livre d'André-Joseph Dubois, lui, n'a pas bénéficié de financement de l'État belge pour être traduit puisqu'il est en français et n'a malheureusement pas pu être publié dans une maison d'édition avec l'envergure de Gallimard, quoique sa maison d'édition, les éditions Weyrich, est une maison d'édition tout à fait respectable, mais qui n'aura pas, pour ce livre-là, la possibilité de diffusion que ce livre-là mériterait. Donc voilà un exemple de livre, un exemple d'écrivain, André-Joseph Dubois, qui est... Alors dans la littérature belge, il faut aussi revenir peut-être aux classiques, aux livres du patrimoine, aux auteurs du patrimoine. Quelqu'un comme Camille Lemonnier, un peu perdu de vue, est quelqu'un qui a inspiré à Zola ses Rougon-Macquart. C'est en lisant Camille Lemonnier que Zola s'est dit on peut écrire des romans naturalistes qui ont une envergure, qui ont une portée, qui va au-delà du simple récit narratif. Alors, vous parliez tout à l'heure de traduction. Vous avez eu le bonheur d'être traduit en roumain aussi. Hein. Alors, en roumain. Alors, pourquoi ces pays? C'est un coup de cœur mutuel, c'est une rencontre parce que, alors, je crois en roumain et en roumain, en ukrainien pour le livre, le dernier livre paru, L'ivresse des livres, qui est un livre sur, en quelque sorte, sur la nécessité qu'il y ait de préserver la lecture, le livre, l'édition. Alors, c'est quoi? C'est des rencontres avec des personnalités particulières qui ont fait que un projet de Absolument. Alors, une traduction, dans mon cas, est toujours venue d'une rencontre. Dans le cas de la Roumanie, j'ai eu la chance de rencontrer un couple composé d'une traductrice et d'un éditeur, donc ça c'était une chance. Et lorsqu'ils ont lu le recueil de nouvelles, le premier recueil de nouvelles, Le Pavillon des douanes, qui tourne autour de problématiques européennes, qui évoque certains aspects de la dynamique européenne, ils ont été intéressés par ce livre-là, m'ont proposé de le traduire en roumain, ce que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Et alors, ça m'a touché parce qu'il se fait que dans mon histoire personnelle, j'ai appris le russe dans une vie antérieure, à l'école d'interprète de Mons, qui est ici. Et le roumain a cette caractéristique que si vous avez une langue maternelle romane, le français, ou que vous connaissez un peu l'espagnol ou l'italien, et que vous connaissez le russe, vous parvenez à déchiffrer le roumain très facilement. Parce que c'est un... Et donc, moi, j'étais très, très touché par cette proximité linguistique qui me plaisait. Et donc, ils ont traduit l'année dernière, ils ont traduit Le Pavillon des douanes et le premier roman que j'ai écrit, Les mots de Maud, qui a été publié en roumain avant d'être publié en français. Il y a autre chose qui vous a beaucoup touché, je le sais. L'ensemble de votre œuvre fait l'objet d'une thèse en Roumanie. Oui, absolument. Alors, vous suivez l'élève, vous travaillez avec oui. Alors, c'est une étudiante en lettres
qui est à l'université de Cluj, une des grandes universités où il y a un département littérature française et littérature française de Belgique très important. Et cette étudiante a fait son mémoire de fin d'études, donc son mémoire de master, sur la marginalité dans les personnages que l'on rencontre dans mes nouvelles, puisque j'évoque beaucoup aussi les clochards. J'ai beaucoup travaillé avec les clochards pendant plusieurs années à organiser des distributions de repas chauds pour les clochards. Donc c'est un univers qui m'est proche, familier, pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. Et donc le premier travail était un mémoire de cette étudiante consacré à la marginalité dans les personnages et dans les nouvelles. Et puis elle s'y est tellement intéressée qu'elle a décidé de consacrer sa thèse de doctorat qu'elle est en train d'écrire. Et donc je suis en contact avec elle de manière régulière, c'est-à-dire que je lui envoie régulièrement les nouveaux textes que je publie ou les nouveaux articles que je publie. Et par ailleurs, une partie de son mémoire de fin d'études était constituée par une longue interview dans laquelle elle m'a posé les questions. Voilà. Et donc c'est finalement de cette manière-là. Alors sa thèse de doctorat, j'attends avec impatience. C'est un travail de long terme. Et voilà. Et donc voilà. Alors, vous êtes aussi journaliste culturel, vous animez des rencontres culturelles, une revue littéraire. Vous avez d'ailleurs été le rédacteur en chef de la revue, alors, pour ceux qui ne sont pas belges, la revue littéraire marginale, qui avait été créée en 1945. Voilà, et poste que vous quittez d'ailleurs après le décès de son dirigeant, après le décès de Jacques de son directeur Jacques de Decker. C'est lui qui m'avait demandé de devenir le rédacteur en chef de la revue, de ce que j'ai fait avec un grand bonheur, parce que c'était celui d'être son complice dans cette aventure-là, pendant les 10 années où je m'en suis occupé. La revue marginale a été créée en 1945 par, vous parliez quels sont les grands auteurs de la littérature belge, je citerai le fondateur de la revue marginale, qui est Albert Aigueparts, qui est un merveilleux poète, qui est un nouvelliste, qui est un romancier, mais qui était aussi un militant, parce qu'en 1945, il fait partie de ces écrivains belges qui ont cassé leurs plumes pendant l'occupation, donc qui ont refusé pendant l'occupation allemande nazie, pendant l'occupation nazie, de continuer à écrire et à publier. Donc il fait partie de ces personnes-là. Et dès l'armistice, il a lancé une revue littéraire qui permettait en quelque sorte de refaire le point sur la littérature belge et francophone, mais principalement belge. C'est une belle histoire que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que vous ont apporté à vous ces 10 années chez Marginal? Alors, il faut d'abord évoquer la figure de Jacques de Decker. Donc, Jacques de Decker est pour moi un des grands écrivains belges méconnus parce qu'il a consacré sa vie dans le journalisme littéraire, c'est-à-dire à parler des autres. Et donc voilà, je lui ai d'ailleurs consacré une monographie. C'est la seule monographie qui était consacrée à Jacques de Decker, pour laquelle j'espère bien trouver un jour un nouvel éditeur, parce que le livre est épuisé. Mais c'est un homme, ce que m'a apporté cette collaboration avec Jacques de Decker, c'est d'abord la manifestation de cette amitié-là, qui est une amitié de 50 ans, et ça, on ne peut pas, je dirais, escamoter l'importance que peut avoir une amitié d'un demi-siècle, avec une personnalité qui était aussi attachante que Jacques de Decker. Si vous parlez lors de vos rencontres ici en Belgique francophone de Jacques de Decker, vous verrez qu'il est unanimement apprécié, ou alors il suscite des réactions qui sont inspirées par des sentiments qui ne sont pas très dignes. Mais là, ça va toujours ensemble. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment, alors, consacrer 10 ans à travailler ensemble à une revue comme celle-là, qui est une revue dans laquelle on invitait des écrivains belges ou non à écrire des nouvelles sur des thématiques qui leur étaient imposées. Et donc, ça pouvait être évoquer Angela Merkel, ça pouvait être Barack Obama, mais ça pouvait aussi être la crise économique, ça pouvait être le Tour de France. Il y a eu un merveilleux numéro sur le Tour de France. Voilà. Alors, depuis quelques semaines, vous êtes aussi responsable de la rubrique livre de la revue d'Histoire Belgica. Qu'est-ce que vous attendez de cette belle aventure? Alors là, en fait, mon problème, je pense que vous connaissez ce genre de problème, c'est que je ne parviens jamais à dire non. Oui, et donc ça, c'est toujours un peu difficile. Alors là, la revue Belgica est une revue d'histoire belge, donc ça renoue
avec mes premières activités de réalisateur à la télévision belge. C'est une revue qui est un semestriel, donc je me suis dit ça ne va pas trop m'accaparer, donc c'est tous les 6 mois. Et on m'a proposé de m'occuper de la partie livres, c'est-à-dire des livres, soit romans, mais de manière plus large aussi bande dessinée que je veux insérer, bande dessinée, essais et romans consacrés à l'un ou l'autre épisode de l'histoire de Belgique. Donc on est toujours dans la fiction. On est toujours non, on peut être dans l'essai aussi, mais ça doit être sur l'histoire de Belgique. C'est centré sur l'histoire de Belgique. Et donc, par exemple, dans le numéro qui sortira au mois de juin, cet été, il y aura un article consacré au livre, à la biographie de Henri Lafontaine. Je suis très heureux de citer Henri Lafontaine, qui est un prix Nobel de la paix belge 1913. Le prix Nobel de la paix était attribué à Henri Lafontaine, qui est une personnalité extraordinaire, hors norme. Mais vous aurez l'article dans la revue Belgica. Mais oui, il y a partagerons avec grand plaisir. Et alors des bandes dessinées aussi, parce qu'il y a par exemple une bande dessinée assez extraordinaire en 4 tomes chez Dupuis, Spirou pendant l'occupation. Wow. Et donc ils sont... Alors c'est Émile Bravo qui est l'auteur et le dessinateur de cette série, qui est inouï, qui raconte dans le détail les différents épisodes des 4 années d'occupation de la Deuxième Guerre mondiale, à travers Spirou, petit reporter, Fantasio. Et donc tout y est. C'est extraordinaire comme on peut raconter une période aussi difficile à travers un instrument qui semble léger, mais qui ne l'est pas. Et alors il y a 2 ou 3 romans aussi, dont le roman dont je vous ai parlé de André-Joseph Dubois sur l'occupation du 7e cercle. J'ai envie de poser une question, mais sur la pointe des pieds, des projets supplémentaires, il reste un peu de temps? Alors, mon projet est de faire moins d'activités hors du travail sur un roman que je suis en train d'écrire et sur un manuscrit de roman qui est terminé, que je suis en train de corriger pour une publication en 2024. Ce sont de très bonnes nouvelles. Voilà, on donc attend essayer de trouver plus. Alors, autre projet, de participer au réseau, aux rencontres francophones des écrivains, parce que là, je pense qu'il y a... Vous avoir à nos côtés, il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Je ne sais pas dire non. Oui, voilà. Nous avons un point commun. Merci Jean de vous être prêté à cette interview. On vous retrouve tout au long de l'année avec les différentes interviews, vos articles de presse. C'est un plaisir de partager votre savoir, votre grand savoir littéraire francophone. La curiosité plus que savoir. Mais ça va ensemble. Merci Jean. Merci à vous.